Et si on parlait des Hoya sur cette vidéo, mais d'une autre façon par rapport à d'habitude, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. Allez, c'est parti! Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et ça va de mieux en mieux puisque le temps s'est vachement rafraîchi. Comme vous avez pu voir sur ces dernières vidéos, on souffrait beaucoup de la canicule dans une grosse partie d'ailleurs de la France. Je suis dans le sud-ouest de la France et c'est vrai qu'ici on a été vraiment très touché par la canicule. Et du coup là maintenant aujourd'hui on respire tellement bien que j'ai même mis un petit gilet en laine parce qu'il y a un petit air frais et que l'on avait perdu l'habitude de ce petit air frais, mais je ne vais pas m'en plaindre du tout. Le jardin respire à nouveau et moi avec. Donc je me suis installée en extérieur dans mon petit coin. Pour ceux qui suivent ma chaîne connaissent certainement ce petit coin que je me suis fait dans un massif avec une petite table, une chaise, mes plantes, et c'est le coin à Hoya. Et du coup je me suis mise là parce que je vais vous parler justement des Hoya. J'avais envie de vous faire une vidéo plus approfondie sur les Hoya. Un peu plus approfondie, mais tout en restant dans la simplicité, pas rentrer dans des choses trop complexes, parce que je n'aime pas ça déjà d'une part, et que c'est pas mon intérêt de vous apporter des choses complexes. Voilà, ma chaîne c'est une chaîne comment dire, je suis pas professionnelle, donc déjà d'une part, je suis pas professionnelle, je reste à ma place, une personne qui est passionnée de plantes et entre autres de Hoya, mais c'est tout. Voilà, donc je vais vous partager juste mon expérience. Déjà ça c'est très important, c'est mon expérience. Du coup c'est pas forcément ce qui va fonctionner partout, mais je m'appuie quand même sur des lectures, notamment une lecture que je vais vous montrer, pour avoir quand même des infos plus précises et plus importantes. Et parce que c'est un genre de plante qui me plaît beaucoup, plus que beaucoup d'autres finalement, et que j'avais envie d'approfondir mes connaissances. Je vais vous montrer le livre en question sur lequel je puise un petit peu des infos, un petit peu beaucoup d'ailleurs. C'est un livre qui est en français, parce qu'il faut savoir que les livres sur les Hoya, il n'y en a pas en français à part celui-ci. Ils sont tous écrits en anglais, à mon grand désespoir parce que je comprends rien en anglais. Et sinon il y en a un aussi allemand, je comprends rien à l'allemand non plus. Et j'ai eu la chance qu'une abonnée m'ait offert ce livre. C'est un petit livre, c'est pas épais, hein, mais il y a vraiment l'essentiel dedans, vraiment le truc, l'essentiel. C'est déjà beaucoup. Et en plus écrit en français, forcément c'est énorme. Donc il s'appelle Le Hoya dans tous ses états et c'est de Daniel Marot. Alors ce livre je vous le montre, mais forcément il y a un mais, c'est pas un livre que l'on trouve facilement, on le trouve pas en librairie malheureusement. C'est pour ça que je vous le montre, mais c'est compliqué à l'avoir puisque il faut essayer de contacter directement donc Daniel Marot via le groupe Facebook sur lequel elle est membre, et je pense que c'est elle qui a créé le groupe. Il faut la contacter directement pour pouvoir lui demander quand est-ce qu'elle va rééditer des livres sur les Hoya. Donc je vous le montre parce qu'elle réédite régulièrement des petites quantités. Donc il faut la contacter. Mais je vous note quand même je vous le montre bien comme il faut d'ailleurs. Et je vous note sa référence, le nom en fait dans le descriptif. Vous voyez, c'est vraiment un livre très simple, hyper bien expliqué. Alors il y a des illustrations, mais il y a des explications très simples, très claires, voilà. Je m'annote un petit peu des petites choses là, je me marque des choses de côté. C'est un livre hyper simple et c'est sur ça que je m'appuie pour apprendre davantage sur les Hoya, et c'est ce que je voudrais essayer de partager dans cette vidéo. Alors je vais essayer, parce que vous savez que je suis un petit peu, j'ai une petite tendance à partir dans tous les sens, je pense que vous le savez à force. Et là je me suis cadrée, je me suis fait un petit cahier dans lequel j'ai essayé de mettre les grands chapitres que
je vais essayer d'aborder. Alors, on dirait que je vais parler d'un truc... ouais, les grands chapitres que je vais essayer d'aborder, mais enfin voilà, les différents thèmes les plus importants à mon sens, pour comprendre et connaître un peu plus les Oya. Donc déjà, on va commencer par l'étymologie. Alors l'étymologie, c'est un nom un peu barbare, on dirait. Alors dans l'étymologie, vous allez avoir le nom taxon. Le nom taxon, c'est en fait le nom que l'on donne à la plante, comme Oya, c'est le nom taxon, qui a en fait Oya, par exemple, Oya carnosa, quelque chose, ça va être en fait le nom taxon. Le nom commun, c'était plutôt fleur de cire ou fleur de porcelaine, et je pense que ça va parler à plus de personnes en disant ça, c'est-à-dire que vraiment le type de fleur, on dirait vraiment de la porcelaine ou de la cire, c'est vraiment des types de fleurs assez particuliers, et je pense qu'en disant ça, il y a des personnes qui, on va dire Oya, ça ne va pas les faire tilter. Par contre, si on dit fleur de cire ou fleur de porcelaine, ah oui, je connais bien cette plante. Oui. Alors, les Oyas sont de la famille des Apocynaceae, de sous-famille Asclepiadaceae. Et dans les Asclepiadaceae, on retrouve par exemple le Ceropedia, le Stephanotis, les asclèpes. Il y a beaucoup de sortes de plantes dans cette famille, dans cette sous-famille, on va dire. Ensuite, alors c'est toujours dans l'étymologie, mais la façon de pousser des Oyas, il va y avoir des rampantes, des grimpantes. Alors les rampantes, je dirais que ce sont les terrestres, des grimpantes, donc épiphytes, et des buissonnantes aussi. Alors il existe, oui, des Oyas buissonnants, donc... voilà, on est plus habitué à les voir avec des longues lianes, mais il existe des Oyas buissonnants. Donc le milieu en fait de culture principale, ça va être un milieu terrestre, par exemple pour les buissonnants, les rampants, mais aussi donc un milieu épiphyte, à grimper au long des arbres par exemple, et lithophyte. Lithophyte, c'est sur les roches. Et oui, il y a des Oyas qui poussent aussi au milieu des rochers, voilà, plutôt au niveau des pierres, puisque lithophyte, litho, ce sont les pierres. On va retrouver les Oyas principalement dans le sud-est asiatique, c'est-à-dire du sud de l'Asie au nord de l'Australie, à peu près, jusqu'à l'Australie. Donc c'est vraiment hyper localisé, la zone géographique des Oyas, c'est assez localisé, mais vous allez voir que c'est pas forcément toujours la même, les mêmes températures, le même climat, etc. C'est localisé sans être le même climat pour tous les Oyas. Alors, dans le genre, il y a a priori 8 sections reconnues et a priori, ça ne serait pas fini parce qu'en fait, des Oyas, on en découvre encore. Alors, une des sections les plus connues, ça va être le Acanthostema, j'ai noté le nom, et c'est en fait tout ce qui est Carnosa. Et dans le Carnosa, vous allez retrouver par exemple dans ce qu'on entend le plus souvent, mais il y a le Brevialata, il y a le Burtoniae, le Euskeliana, Memoria, Micrantha, Sigillatis, le Lacunosa, l'Anciata. Voilà, il y en a plein. Alors des Carnosa, il y en a plein. Vraiment, il y en a beaucoup. Alors dans leur milieu naturel, comment on peut les retrouver, les Oyas, les différents ports des Oyas, comme je vous disais, il y a par exemple le port buissonnant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a le port buissonnant. Il y a le port épiphyte, c'est-à-dire qu'ils sont grimpants dans les arbres, et le port plutôt rampant, terrestre, voilà, qui va se propager plutôt sur terre, on va dire, voire sur les pierres, les rochers, je sais pas, il y a eu un pétard, génial. Mais la plupart, et une grosse partie des Oyas sont plutôt épiphytes, donc plutôt grimpants et auront plutôt besoin d'un support pour grimper. C'est vrai pour beaucoup de Oyas. Bon, moi j'ai tendance à les avoir plutôt en suspension, mais c'est vrai qu'il y en a certains, on les voit, ils ont tendance à toujours chercher à gagner en hauteur. D'ailleurs j'en ai un derrière, c'est le... je vais pas vous en dire le nom. C'est le Splatch. Mince. Pas le Wayeti. Oh mince. Celui-ci, en fait, on peut voir là. Je sais pas si on le voit. Ah non, on voit pas dans la vidéo là. Je sais pas, je vous montre la caméra. Ici. Est-ce que vous allez voir? Oui. Là, en fait, il est. Vous voyez, il a tendance à monter dans l'arbre.
Je vais essayer de vous montrer ça, mais en fait la liane, elle s'est mise à grimper dans l'arbre. Et ça, je dirais que c'est en fait typique des Hoya qui sont plutôt grimpants. Et du coup, je pense que celui-ci, si je le mettais un support pour grimper ou si je le laissais accroché dans l'arbre toute l'année, si on avait le bon climat, je pense qu'il... Je ne vous ai même pas recadré comme il faut. Je pense qu'il aurait tendance à grimper dans les arbres. Ensuite, j'essaye de suivre un petit peu un cadre que je me suis fait pour faire cette vidéo, sinon ça partirait dans tous les sens. Ensuite, ah oui, toutes les parties de la plante, alors que ce soit la tige, les feuilles, toutes les parties de la plante, en fait, si vous la blessez, la plante, vous allez avoir une petite sève blanche, alors souvent blanche, apparemment ça peut être même orangé. Alors moi j'ai pas vu sur mes Hoya, mais en même temps je les blesse pas tous les... Pardon pour le téléphone. En même temps, je ne les blesse pas tous les jours. Hein. Je vois souvent une petite sève blanche couler. D'ailleurs, je me suis fait avoir une ou deux fois en pensant que c'était une cochenille dessus. Mais bon, c'était pas du tout ça. Après, les feuilles, comment elles poussent de manière opposée, deux par deux souvent. Sur une tige, vous avez les deux feuilles de chaque côté. Et à la base de ces feuilles, vous allez avoir un nœud. Donc c'est à ce nœud qu'il y a plus de chances d'avoir donc des racines aériennes qui peuvent raciner, si vous voulez, pouvoir diviser, multiplier votre plante. Et ça c'est valable un peu comme les pothos, les philodendrons, c'est souvent enfin, là où il y a le nœud, c'est là où vous aurez des racines aériennes qui pourront proliférer et vous donner une nouvelle plante. Alors comme c'est une plante qui fleurit, comme beaucoup d'entre vous, vous le savez, et si vous ne le savez pas, bon ben voilà, je vous l'apprends, c'est une plante qui fleurit, vous allez avoir des pédoncules. Les pédoncules, c'est de là que va sortir la fleur, en fait c'est la base de la fleur. Et souvent ces pédoncules, vous allez les retrouver aussi à la base des nœuds, souvent je dis, parce que par exemple sur le Hoya linearis ou même le Hoya bella, c'est en bout de tige que vous allez avoir les pédoncules. Et en plus, sur certains des Hoya, pas tous, mais sur beaucoup de Hoya, ces pédoncules, on va dire qu'ils sont persistants. C'est un peu comme le feuillage qui est persistant. C'est-à-dire que les pédoncules vont rester tout le temps sur la plante et ça sera toujours là qu'il y aura une fleur qui va ressortir. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut jamais, mais jamais couper un pédoncule dans le doute qu'il soit persistant ou pas, si vous ne savez pas. Vous ne coupez jamais un pédoncule. Vous allez voir. Vous allez être surpris parce que souvent un pédoncule, je vais essayer de vous filmer en même temps, en même temps que je parle, je vais essayer de vous filmer ce que je vous dis. Mais vous avez des pédoncules qui sont persistants, vous pouvez même voir les étages de la floraison, de chaque floraison sur plusieurs années. Donc je trouve ça vraiment sympa et on voit les vieux pédoncules, on les voit quand ils ont beaucoup d'étages. Après, toujours pareil, le linearis et le bella n'ont pas de pédoncule persistant puisque chaque année, comme ils poussent au bout de la liane finalement, en fait ils sont plus là chaque année, voilà. En principe ils sont pas persistants, enfin du moins ce que moi j'ai vu, ils ne sont pas persistants. Alors au niveau du feuillage, parce que je vous parle des pédoncules, mais le feuillage en fait il y a beaucoup de sortes de feuillage et parfois on peut aimer des Hoya pour le feuillage, on peut aimer les Hoya pour les fleurs. Et comme moi, on peut aimer les Hoya pour les feuillages et les fleurs en même temps. Il y a des personnes qui aiment certains Hoya uniquement pour le feuillage. Il y aura des feuillages très gros, des feuillages au contraire tout petits comme le Serpens, le Curtici, ça va être des toutes petites feuilles. Le Cumingiana, c'est toutes petites feuilles. J'ai par exemple le Montrimo qui a des grosses feuilles. En grosses feuilles, j'en ai pas beaucoup. Hein. Après, vous allez avoir des feuilles avec beaucoup de nervures, comme le Callistophila. Je regarde autour de moi en même temps. Vous allez avoir des feuillages panachés, donc variegata. Vous allez avoir des feuillages argentés, comme le Croniania Eskimo, Silver Plus, ou le tout simple qui est vert. Vous allez avoir, je regarde autour de moi ce que je peux vous dire. En termes de feuillage, ah oui, vous allez avoir aussi des feuillages qui changent de couleur, souvent à cause du sun stress ou grâce au sun stress. Le sun stress, c'est quand il y a une très forte luminosité sur la feuille et il y a certains Hoya qui apprécient de faire du sun stress
et qui font de très belles couleurs, et au contraire il y a des Hoya qui sont pas très bien du tout et qui peuvent cramer, donc à éviter. Alors celui qui fait du joli Sunstress, c'est le Burtonniae, le Rosita. Alors je vous montre à l'image, le Rosita a de très belles couleurs en faisant du Sunstress. Il y a le Sunrise, alors le Sunrise magnifique aussi avec le Sunstress. Bon là pour l'instant cette année il est en intérieur parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui fait du Sunstress? Bon il y en a pas mal hein, mais après c'est pas non plus comment dire, il y a certains Hoya qui sont plus beaux comme ça en faisant vraiment de belles couleurs, mais au contraire j'ai par exemple le Croniania Black. Ben, en étant très exposé, il devient vert, il perd son côté black. Donc voilà, après vous avez des feuilles très épaisses, vous avez des feuilles très fines, vous avez des feuilles un petit peu incurvées. Voilà, il y a beaucoup de sortes de feuilles, donc je pense que le choix est tellement énorme qu'on peut trouver des Hoya à notre goût pour tout le monde en fait. Je pense qu'il y a tous les goûts. Voilà. Il y a aussi pour toutes les bourses parce qu'il y a des Hoya plus ou moins chers, ça c'est sûr. Vous avez le Hoya Compacta qui a des feuilles imbriquées. D'ailleurs vous avez le Imbricata qui a des feuilles qui se plaquent contre un support. Vraiment vous avez voilà, des sortes de feuilles énormes, des feuilles que je connais pas non plus. Le Linearis qui a juste comme des petites tiges finalement, on dirait des petits haricots. Le Bella c'est des petites feuilles. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sortes de feuillage. Une autre caractéristique des fleurs, ça faut pas oublier parce que c'est quelque chose quand même de... Ben, c'est quand même chouette quand une fleur est parfumée. Donc il faut pas oublier que la plupart des fleurs de Hoya, alors je dis la plupart parce qu'il y en a certaines, je trouve qu'elles sont pas très parfumées. Et il y en a certaines qui sont très parfumées. Et en plus, cette odeur va davantage être forte en fait, le parfum va être fort davantage le soir à la tombée de la nuit ou en fin de nuit, début du matin, très tôt le matin, ça va être plus fort parce que à ce qui paraît apparemment dans leur milieu naturel, elles seraient pollinisées par des insectes nocturnes. Du coup c'est là qu'il faut qu'elles puissent attirer les insectes hein, parce que le parfum des fleurs c'est principalement pour attirer les insectes et pour être pollinisé, c'est leur but, c'est pas pour nous faire plaisir et nous dire waouh je sens bon, sentez-moi. Non, non, c'est pour les insectes. C'est très agréable d'avoir certains parfums de Hoya, mais c'est une dinguerie. Par exemple, le Burtonniae, il sent mais divinement bon. Celui que j'ai senti, le Compacta, j'ai pas l'impression qu'il sente beaucoup. Alors peut-être que j'ai pas senti au bon moment, mais bon. Le Croniania, ben, il est parfumé, il est bien parfumé d'ailleurs, et ce sera pas toujours le même parfum, c'est ça qui est bien en plus. Donc ouais, c'est en plus d'être belles, les fleurs de Hoya, elles sont pour la plupart parfumées, donc autant vous dire que c'est plutôt agréable. Alors maintenant on va s'attaquer à une partie un peu, je dirais un peu compliquée même pour moi parce que je retiens pas tout. Alors je me suis pris des notes au cas où pour pas oublier. On va s'attaquer à la partie du climat. Tout simplement parce que les Hoya, quand on dit Hoya un tel, etc., ça ne veut pas dire qu'elles auront toujours la même façon d'être cultivées, puisqu'elles ne viendront pas de du même climat finalement, parce que le sud-est asiatique, il comporte plusieurs climats. En fait, vous avez le climat équatorial, climat tropical et climat subtropical, et du coup vous allez avoir une multitude de variantes de climat, et du coup vous allez avoir des Hoya qui vont plutôt pousser dans des régions très humides et très chaudes, ou des Hoya qui vont pousser dans des régions où il y aura une différence de température entre on va dire l'hiver et l'été, mais enfin il y a deux saisons. Donc voilà, la saison humide et la saison sèche. Vous allez avoir des Hoya qui poussent plutôt en montagne, qui auront plutôt des périodes fraîches, mais au contraire il y aura des Hoya qui vont pousser plutôt dans des forêts tropicales avec une chaleur intense et un taux d'humidité énorme. Et forcément, du coup, tous les Hoya ne se cultivent pas de la même façon. Dans ce que j'ai, je dirais qu'en fait, ce sont des Hoya un petit peu basiques. J'ai pas vraiment des Hoya vraiment extraordinaires, mais l'avantage des Hoya assez basiques, comme c'est que j'ai pas trop de difficultés à les cultiver. Parce que très clairement, il y a des Hoya qui sont
très clairement compliqué à cultiver dans nos latitudes, que ce soit en intérieur ou en extérieur, ou voilà, il faut avoir des conditions vraiment très particulières. Et je dirais que moi je ne vais pas me lancer dans des choses comme ça. Voilà, j'aime bien la simplicité. C'est pas l'envie qui me manque parce que j'adore tous les Hoya, mais voilà, j'aime bien la simplicité. Donc on va essayer de diviser le climat en plusieurs climats, et je vais essayer de... J'ai pris des notes. Je vais essayer de vous dire à peu près. Donc d'abord on a le climat équatorial, donc le milieu, quoi, l'équateur. Alors là, ce sera plutôt l'Indonésie, la Nouvelle-Guinée, et en moyenne il fait à peu près 27 degrés toute l'année et il pleut, donc c'est chaleur, humidité. Et là, je vais vous dire quel type de Hoya on va retrouver principalement dans ces endroits-là. Alors l'éclairement, et ça c'est très... Alors c'est pas l'éclairage, c'est l'éclairement. C'est-à-dire la lumière qui rentre. C'est pas l'éclairage. L'éclairage c'est une lampe. Et là c'est l'éclairement. L'éclairement par exemple, si c'est élevé dans la canopée, ça va être très éclairé, très lumineux. Et au contraire, si c'est au sol, ben, ça va être très sombre. Vous voyez, il y a des Hoya qui poussent au sol et des Hoya qui poussent en haut des arbres. Donc là vous allez avoir l'Australis par exemple. Je vous donne dans les plus simples, dans les plus communs, parce que je ne vais pas vous chercher trop compliqué. Il y a l'Australis, le Parasitica, le Lacunosa, l'Obovata, le Diversifolia. Voilà, ça va être... je vous donne certains noms, évidemment, je ne vous en donne pas 36, mais ce sont principalement des Hoya qu'on va trouver dans une région équatoriale. Après, nous avons le climat tropical. Par contre, là, on va s'éloigner de l'équateur et on va se rapprocher des tropiques, ce qui va faire que l'équateur, donc c'est tout le temps chaleur, pluie, humidité, on va dire, voilà, beaucoup d'humidité surtout. Et plus on va descendre vers les tropiques, plus on va s'éloigner de l'équateur et plus on va aller vers les tropiques, et plus vous aurez des périodes sèches. Et plus ces périodes-là vont être longues. C'est-à-dire que si vous êtes encore près de l'équateur, vous allez avoir des courtes périodes sèches. Mais j'y crois pas, c'est un hélicoptère. C'est rare quand on a un hélicoptère. Super l'hélico. Il va pas tourner autour là. Donc j'espère que vous l'entendez plus. S'il s'éloigne un petit peu, mais bon. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus on se rapproche des tropiques, plus on aura des périodes sèches et plus elles seront longues ces périodes-là. Donc vous avez le climat tropical humide, c'est-à-dire qu'on est quand même encore près de l'équateur. On va dire que les Hoya que l'on va retrouver, qui sont quand même très nombreux, je dirais plus nombreux qu'en équateur, ils vont supporter des périodes plus fraîches et moins humides. Et du coup, si il y a des périodes plus fraîches et moins humides, ça veut dire aussi une période de repos. Enfin, parce que dans le climat équatorial, il n'y a pas de période de repos. C'est-à-dire que toute l'année, 27 degrés en moyenne, et toute l'année il pleut, et toute l'année il fait chaud, et ça pousse tout le temps. Là, vous allez vous éloigner de l'équateur, vous rapprocher des tropiques, et du coup, vous allez avoir des périodes donc fraîches et moins humides, ce qui va engendrer des petites périodes de repos chez ces plantes-là. Donc, ça ne va pas être les mêmes Hoya, ou pas forcément les mêmes Hoya. Certaines s'acclimatent de plusieurs environnements, comme le Australis. Celui-là, on va le retrouver dans plusieurs climats. Donc là, les exemples que j'ai, ça va être l'Australis, le Burtoniae, le Curtici, le Cumingiana, l'Elliptica, l'Imbricata, le Lacunosa, le Retusa, le Wayeti, l'Obscura, et il y en a beaucoup d'autres. Et vous voyez, il y en a quand même déjà pas mal. De ce que l'on connaît, de ce qui se rapproche de ce que l'on peut trouver dans le commerce et avoir chez nous. Voilà, je vous donne toujours, parce qu'il y en a des noms, franchement, que j'ai jamais entendu moi-même. Hein. Donc voilà. Et après, plus on s'éloigne donc de l'équateur, plus les périodes sèches sèches et fraîches vont s'étendre dans le temps. Et donc là, vous allez arriver à avoir d'autres variétés de Hoya. Après, il y a le climat tropical de mousson. Alors là, ça va être l'Asie du Sud-Est, l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam, l'Himalaya, les Philippines. Je vous lis en même temps parce que j'ai pas tout retenu évidemment. Et là, par contre, les pluies, c'est un véritable déluge. Hein. C'est les grosses pluies, vraiment le big déluge de pluie, avec un air chaud et humide. Vous imaginez l'ambiance, quoi ?
air chaud, humide et des pluies diluviennes. Oui, des exemples. Alors, j'ai noté des exemples. Yes. Et là, les exemples, eh bien, ça va, en fait, ça va appuyer ce que je savais déjà sur certains Hoya. Parce qu'on va retrouver le Hoya linearis. Et le Hoya linearis, ben, je dis souvent, ne le laissez pas sécher. Il aime l'humidité, il aime pas sécher ce Hoya. Et d'ailleurs, le Bella n'aime pas sécher non plus. Donc voilà, on va retrouver le linearis. Il y a le Caudata, comme le Caudata Sumatra. Donc ça vient, en fait, les noms des Hoya, vous allez les retrouver souvent par rapport à leur lieu géographique. Par exemple, le Caudata Sumatra, il se trouve à Sumatra. L'Australis, on le trouve en Australie. Vous allez avoir le Lanceolata, Numelarioides, Publicalix, Serpens, le Parviflora et le Thomsoni et bien d'autres encore. Je ne vous ai pas noté encore la totalité. Et alors cela, pour l'acclimatation dans nos intérieurs, alors c'est pas toujours simple, mais je dirais que ça serait quand même ça rejoindrait un petit peu ce qu'on peut leur prodiguer, à part par une chose, parce qu'en fait elles ont besoin d'un repos hivernal. Et nous, dans notre climat, dans nos intérieurs, on peut leur amener cette différence de température pour le repos hivernal. Donc ça peut être pas mal, sauf que il faut leur apporter quand même une bonne hygrométrie. Donc c'est là que des fois ça peut pêcher. Alors chez moi j'ai une bonne hygrométrie. C'est vrai que dans un intérieur très sec, il va peut-être falloir vaporiser davantage vos Hoya qui vont se plaire. Alors dans ceux que je vous ai énumérés, comme le Linearis, le Caudata, le Numelarioides, Publicalix, Serpens, etc., ils vont bien apprécier la pulvérisation. Voilà, ils craignent vraiment la sécheresse. C'est vraiment la sécheresse qui va faire que ça va être tout petit peu plus compliqué de les cultiver en intérieur. Mais après, je dirais, il y a toujours possibilité de faire quelque chose, puisque vous arrivez à cultiver des plantes dites tropicales, comme les philodendrons, etc., qui ont certains besoins d'humidité. Donc je pense que pour les Hoya, vous pouvez leur apporter l'humidité qu'il leur faut. Alors dans les Hoya subtropicaux, parce que là je vous ai énuméré, qu'est-ce que je vous ai énuméré juste avant? J'ai noté, hein. Sinon ça serait trop compliqué de vous faire une vidéo très carrée, enfin très carrée, non pas très carrée, j'aime pas ce qui est carré. J'aime bien tout ce qui est arrondi, mais ordonnée on va dire, pas trop, et puis pas trop longue. Ce qui m'étonnerait aussi, mais bon. Donc les Hoya subtropicaux, alors ce sont des Hoya aussi qui se rapprochent un peu de chez nous, hein, parce que le climat océanique, le climat méditerranéen aussi. Donc là, le seul truc, c'est qu'elles sont, je dirais, plus rustiques que certaines. En fait, elles ne sont pas rustiques en dessous des zones UDSA 10. Donc je vous avais déjà expliqué que sur la carte de la France, il y a des zones de moindre gelée. Et la zone UDSA 10, j'essaye de vous dire dans l'ordre, à chaque fois je dis USDA, mais c'est UDSA 10. Ça va être tout ce qui est la Corse et la Méditerranée. Et en fait une bordure très proche de l'océan, de l'Atlantique en fait, vraiment sur quelques kilomètres je dirais. En fait c'est des zones de moindre gelée au bord de l'océan Atlantique, qui ne gèle pas. Si vous allez au bord, je sais pas moi, Arcachon ou je sais pas, toutes les bordures de l'océan, ils gèlent pas. Pareil au sud de la Méditerranée, vraiment au bord de la Méditerranée, c'est une zone de moindre gelée. Il peut geler, mais très peu. Et c'est la zone UDSA 10. Moi, par exemple, je crois que je suis dans la zone UDSA 8, 7, 8, je ne sais plus. C'est-à-dire que chez moi, il peut geler jusqu'à moins 7 degrés. À peu près en général. Avec le réchauffement climatique, je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Et là, ce sont des Hoya donc plus rustiques finalement, qui vont supporter des températures qui vont se rapprocher en fait de zéro ponctuellement. Voilà, c'est hors gel. Par contre, il ne faut pas les avoir directement sans abri, qui peuvent geler directement. Mais si vous les mettez par exemple dans une serre froide, elles sont parfaites pour les serres froides à partir du moment où c'est hors gel. D'ailleurs, j'avais une question, quand je dis hors gel, dans une vidéo, dans la vidéo des succulentes, je disais qu'elles soient hors gel, mais vous avez moins 5 degrés
je pense que je ne m'étais pas bien exprimée. Alors désolé, ma caméra s'est arrêtée, plus de batterie. Bon, heureusement que j'avais amené mes autres batteries là. J'ai changé vite fait la batterie, il faut juste que je me rappelle où j'en étais. J'en étais à Orgel, oui, Orgel. Donc quand je dis Orgel, ben, genre il fait -5 et la plante elle est hors gel parce qu'elle est à l'abri du gel, comme par exemple dans ma serre, elles sont à l'abri du gel. Le gel ne va pas tomber directement sur la plante et du coup ne va pas brûler le feuillage et geler les racines. Donc ça c'est hors gel. Voilà, je pense que je ne m'étais pas bien exprimée, je sais pas. Après moi, à partir du moment où je me comprends, c'est vrai que des fois on ne sait pas trop si tout le monde a compris, mais bon. Donc là, il y a ces Hoya en fait qu'on va pouvoir cultiver en serre froide. Moi, je pense qu'il y en a certains. Je pourrais les mettre dans ma serre froide. Alors encore faut-il que j'ai de la place avec toutes les succulentes que j'ai à mettre dedans. Je suis pas sûre que j'aurai de la place pour des Hoya, mais ça donne envie de tester, vous voyez, d'essayer. Alors potentiellement, je pense que j'en mettrai. Et dans ces Hoya, je vais vous donner quand même quel type de Hoya vous pouvez faire ça. Parce que c'est des Hoya qui ont besoin d'un écart de température pour déjà induire la floraison, et je trouve qu'il y a certaines similitudes avec les orchidées d'ailleurs. Dans la culture des Hoya, il y a quelque chose qui me rappelle un petit peu la culture des orchidées. Alors il y a les Hoya Kerry, les Hoya Polynera, les Hoya Thomsoni qui supportent des températures. Alors moi j'aurais pas cru pour le Polynera par contre. Le Kerry, oui. Le Thomsoni, oui. Parce que le Thomsoni, par exemple, que j'ai, c'est Nathalie qui me l'avait offert et m'avait dit qu'elle le gardait en extérieur, il me semble, quasiment toute l'année. Et je crois qu'elle le rentre en serre froide. Il me semble qu'elle m'avait dit ça. Donc, lui, ça ne m'étonne pas. Le Kerry, c'est pareil. Par contre, honnêtement, le Polynera, j'aurais pas cru. Mais voilà, le Polynera en fait partie. Par contre, ils n'aiment pas la trop grosse chaleur. Au-delà de 25-26 degrés, ben, en fait, ils ont tendance à se mettre un peu en repos. Ils n'aiment pas trop la grosse chaleur. Alors moi, le Thomsoni, il est en extérieur. Écoutez, il va bien. Je pense que là, il va même plus pousser là, avec les températures qui redescendent. D'ailleurs, il y a beaucoup de plantes et beaucoup de Hoya qui, en fait, après cette grosse chaleur qui les a quand même... si vous voulez, ça les a boostés d'un côté, mais d'un autre côté, je pense que c'est la chute des températures qui va induire des floraisons. Là, je pense que ça va arriver. Et il y aura des Hoya qui vont même se réveiller maintenant. À mon avis, ça va être, c'est ce qui va se passer, puisqu'il y a beaucoup de plantes comme ça. Donc là, dans ces Hoya là, vous allez pouvoir essayer de les mettre sous abri l'hiver. Et surtout si vous êtes dans des zones UDSA 10. Je dirais que là vous allez être tranquille pour le faire. Et puis si vous êtes un petit peu en dessous comme moi, ben, dans une serre ça serait bien. Alors par contre il y a des Hoya qui eux par exemple vont être comment dire, assez rustiques, pareil, mais par contre il faudra beaucoup d'humidité. Et dans ces Hoya il y a le Compacta, il y a le Mathilde et il y a le Carnosa qui a besoin de plus d'humidité que les précédents comme les Kerry et le Polynera, le Thomsoni qui auraient moins besoin d'humidité. Ben, en fait ceux-là, le Compacta, ben, en fait ça m'étonne même pas pour le Compacta. Le Mathilde, ouais, le Mathilde et le Carnosa, eux ils ont besoin de plus d'humidité pour être bien à des températures qui peuvent descendre quand même un petit peu. Alors je pense que j'ai fait le tour au niveau du climat. Alors en fait toutes ces informations que je vous apporte, ben c'est en lisant mon livre que je vous ai présenté en début de vidéo. Et dans ce livre c'est vrai que ça m'a permis de comprendre un peu mieux les Hoya et de comprendre que il n'y a pas une méthode de culture pour les Hoya, puisqu'il n'y a pas un seul climat pour tous les Hoya. Donc forcément, elles ne poussent pas toutes de la même façon. Elles sont, comme je vous ai dit, hein, elles peuvent être épiphytes comme terriennes, ou non, terriennes. Pourquoi pas extraterrestres aussi. Terrestres ou lithophytes, pourquoi pas. Donc voilà. C'est pour ça que j'avais envie de vous expliquer tout ça. Et je trouve que c'est une vidéo qui pouvait être intéressante. Dites-le moi en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent sur les plantes, pour apprendre un peu plus de choses et comprendre plus de choses, parce que c'est ça aussi, c'est comprendre
comment fonctionnent les plantes et quels sont leurs besoins. C'est hyper important. C'est hyper important. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet. C'est le nombre d'espèces qu'il existe de Hoya. Alors là-dessus, en fait, c'est pas hyper clair. On dit, enfin, a priori, pour l'instant, il y a entre 200 et 300 espèces. Oui, je sais, ça fait 100 espèces d'écart. Voire peut-être 400 espèces. Je sais, c'est encore 100 espèces d'écart. Mais en fait, on découvre des Hoya encore tous les jours. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des Hoya qui ont des noms assez curieux. Il y a des chiffres dans certains noms. Et je vais y venir après, je vais vous expliquer pourquoi. Alors encore aujourd'hui, en fait, on trouve encore plein de nouvelles espèces. Alors, je dis, oh, mais c'est pas du tout moi, vous inquiétez pas, je vais pas chercher des Hoya. On trouve encore des nouvelles espèces ou bien, et c'est là que c'est intéressant, des clones d'anciennes espèces qui avaient un petit peu disparu, qui poussaient plus ou qu'on ne trouvait plus. Et ce sont des espèces un peu similaires. Et du coup, ça prête à confusion. Et parfois, il y a certaines espèces qui ont plusieurs noms. Une même espèce peut avoir plusieurs noms parce que elles ont été trouvées à une certaine période, disparues pendant un moment, et elles ressortent. Et il y a des similitudes, et du coup, elles ont plusieurs noms et pourtant c'est la même espèce. Donc tout ça, ça prête à confusion. C'est un peu le joyeux bordel entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même un petit peu le joyeux bordel dans l'histoire. Et du coup, on se retrouve avec des plantes non identifiées. Et quand c'est le cas, quand il y a un doute, en fait le nom va comporter des lettres et des chiffres. Donc vous allez avoir Hoya, je sais pas moi, je dis au hasard, NH 328, ça n'existe pas. Et là en fait ça va être sur des Hoya qui proviennent d'un même endroit, mais qui sont différentes. Et du coup, elles n'ont pas encore de nom. Alors pour les nommer, pour leur donner un nom, en attendant en fait d'avoir un nom définitif, elles vont avoir l'initiale de l'endroit, de la personne qui les a trouvées. Et en fait c'est un code. Et un code, des chiffres. Donc ça va faire un code, des initiales plus des chiffres. Et c'est en fait un code d'identification en attendant d'avoir un nom définitif. Alors par contre, si vous avez vous un Hoya avec des lettres et des chiffres, gardez bien ce nom, en fait, ces lettres et ces chiffres, parce qu'en fait, c'est pas forcément unique, mais en général, ce sont déjà des espèces un peu plus compliquées à trouver. Et gardez bien ça, parce que le jour où il y aura un nom définitif qui sera posé dessus, ce ne sera pas un autre Hoya, ce sera celui-ci. Donc voilà, vous avez un Hoya d'une certaine espèce. Voilà, ça permet quand même d'avoir en fait le bon nom, et ça permet aussi d'éviter aussi que les gens vendent tel Hoya pour tel Hoya, etc. Enfin, voilà, ça permet aussi d'être un peu plus clair dans les noms des Hoya. Voilà. Je pense que c'est pas hyper évident. Alors moi, j'ai pas personnellement de Hoya qui porte un nom avec des initiales et des chiffres. Mais voilà, je sais que ça arrive, je sais qu'on peut en commander, je sais que voilà. Mais bon, moi j'ai pas, donc voilà. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose? Je sais pas si j'ai marqué autre chose. Ah oui, je m'étais marqué. Ah oui, alors les Hoya que je dirais pour les débutants, et entre guillemets débutants parce que c'est un peu ridicule, mais je savais pas comment appeler ça. Et le substrat, on va parler en dernier. Alors je dirais que... Ou alors le substrat avant. Ou le substrat avant. Alors le substrat, moi je vais vous faire des retours de ce que je fais. Mais je le fais régulièrement dans les vidéos blabla plantes, rempotage, quand je m'occupe de mes Hoya. Enfin, je l'ai dit X fois, mais je le redis. Et comme ça, là, quand on me posera des questions sur les Hoya, je dirigerai les personnes qui me posent des questions, je dirigerai sur cette vidéo. Comme ça, je pense que ça sera plus simple. Alors le substrat, personnellement, moi j'utilise une base dans mon substrat, et après j'apporte des ingrédients. C'est une petite recette de cuisine, on va dire. Donc ma base à moi, c'est du terreau à semis. C'est du terreau, mais sans apport comment dire,
d'engrais et de minéraux. C'est un terreau, ce qu'il y a de plus simple. Et après, c'est moi qui vais apporter ce que j'ai envie d'apporter dans ce terreau. Sachant qu'il y a quand même des Hoya qui sont vraiment épiphytes et dans lesquels en fait on n'est pas obligé de mettre du terreau. Oui, j'en mets toujours un minimum parce que je suis quelqu'un qui a tendance à sous-arroser ses plantes. Et de mettre du terreau, ça permet de quand même garder, enfin, d'avoir un substrat un peu plus humide, qui sèche pas trop. Parce que ce que je vais vous donner comme ingrédient, si vous mettez que ça, c'est un substrat qui va vachement sécher. Et moi, je sais que ça ne me convient pas personnellement. Je le sais, donc quand on sait ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, autant faire aussi en fonction de la plante et en fonction de ce qui nous convient et de notre intérieur. Ça, je le dis toujours, il y a des variantes là-dessus, qu'on ne peut pas donner une généralité et dire voilà, c'est comme ça et comme ça, c'est pas autrement. C'est pas possible, c'est pas vrai. Moi, ce qui marche chez moi, ne marchera pas forcément chez vous. Ça, je le dis, je le répète, je pense que c'est un peu rébarbatif, mais bon. On me demande encore qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre comme substrat, mais moi je ne sais pas si votre intérieur il est très très humide ou très sec, ou si vous êtes exposé au nord, au sud, je ne sais pas tout ça, et du coup ça va changer et j'ai pas envie de vous induire en erreur. Donc, moi je vous donne mes habitudes, ma façon de fonctionner, mais vous savez que j'habite dans le sud-ouest, que ma véranda où je mets mes Hoya l'hiver est exposée est, que l'été j'en ai beaucoup qui sont en extérieur, j'en ai quand même certains qui sont en intérieur. J'essaie de vous résumer un petit peu ma situation. Mon intérieur est assez humide, je descends jamais en dessous de 60% d'humidité dans la véranda parce que j'ai un jacuzzi qui apporte de l'humidité dans la véranda. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour que vous voyez un petit peu les différences ou les choses qui sont un peu similaires à chez vous. Voilà, après je suis quelqu'un aussi qui n'arrose pas énormément, ça c'est très important. Si vous avez la main lourde sur l'arrosage, ça va changer votre substrat. Donc pour en revenir au substrat d'ailleurs, il faut un substrat aéré, léger, qui à la fois garde l'humidité mais qui ne reste pas détrempé. C'est pour ça qu'on va rajouter, enfin moi je rajoute des écorces et j'utilise en fait aussi du substrat, du terreau à orchidée, parce qu'en fait ça se rapproche beaucoup du substrat pour les orchidées. Il y a des écorces, il y a ce mélange là, et j'aime bien les écorces qui se trouvent dans les substrats orchidées parce que c'est petit comme j'ai envie d'utiliser. J'aime pas quand c'est trop gros, et du coup je vais mélanger mon terreau avec du terreau pour orchidée. Je mets de la perlite, donc un bon drainage. On peut rajouter des billes d'argile, on peut rajouter des écorces de coco, comment on appelle ça, ou de la fibre de coco, je vais y arriver, hein. Oh, comment c'est fatigué, ou de la fibre de coco, de la vermiculite. Voilà, vous pouvez utiliser tous ces ingrédients, on va parler comme si on parlait de cuisine, mais tous ces ingrédients pour vous fabriquer votre substrat qui vous convient le mieux. Il y aura des personnes qui vont pas mettre de terreau ou très peu dans leur substrat parce qu'ils auront la main lourde sur les arrosages et en fait qui comment dire, leur substrat ne séchera pas trop vite, et du coup si on met du terreau, ça peut engendrer en fait parfois je coupe parce qu'il y a un train qui passe. Et comme le vent il est tourné vers ici, ça nous apporte le bruit du train. Où j'en étais? Oui, quand on met du terreau dans un mélange, ça va moins sécher que si vous en mettez pas. Si vous mettez que des écorces, que de la fibre de coco et tout ça, forcément ça va moins sécher. Il y a des personnes qui mettent aussi de la sphaigne. Alors moi non, la sphaigne justement je pense que je fais trop sécher mes substrats pour que la sphaigne résiste à ma façon de faire. Donc ça c'est la sphaigne, j'en mets pas, mais il y en a qui réussissent très bien en sphaigne. Très très bien, ils rajoutent de la sphaigne dans leur mélange, ça va très bien, tout va bien. Moi, c'est pas la peine. D'ailleurs, pour en revenir à la façon d'arroser, moi l'année dernière, l'année d'avant aussi, mais surtout l'année dernière, j'ai eu tendance à pas assez arroser mes Hoya, et du coup j'en ai quelques-unes qui se sont déshydratées assez facilement. Comme d'ailleurs le compacta. Le compacta fait partie des Hoya qui se déshydratent assez facilement et que je me suis un petit peu, alors pas loupé parce que je les ai tous rattrapés,
Mais ce sont des Hoya, franchement, n'hésitez pas à les arroser quand même. Ils n'aiment pas trop sécher. Il faut quand même un petit peu d'humidité. Voilà, ça c'est celui que vraiment j'ai failli me perdre. Et le Mathilde. Le Mathilde aussi, j'ai failli me le perdre. C'est pour ça qu'il est en les choses à pont d'ailleurs. Parce qu'il avait besoin de plus d'humidité dans son substrat et je ne l'arrosais pas assez. Contrairement à certains Carnosa qui allaient très bien ou que j'arrosais au même rythme mais qui ne séchaient pas. Enfin, le feuillage ne flétrissait pas. Et bien écoutez, moi le Compacta et le Mathilde, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai failli m'en perdre un autre. Je ne sais plus lequel. Ben écoutez, eux ils avaient besoin de plus d'arrosage. Mais ça je le saurai pour la prochaine fois. On apprend de ses erreurs. C'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que je vous le dis d'ailleurs. Ah oui, une dernière petite chose pour compléter le substrat. Et ça on me l'a déjà demandé, donc autant en parler dans cette vidéo. Quel type de pot utiliser pour les Hoya? Alors c'est pas une généralité une fois de plus, c'est vraiment mon expérience et comment je fonctionne pour la culture. Ça il faut que je précise à chaque fois parce que j'ai toujours peur qu'on pense que je sais tout et qu'il faut faire comme Karen. Et non, pas du tout, c'est pas ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi j'utilise des pots en plastique déjà pour plusieurs raisons. Pour la première raison, c'est parce que la plupart de mes Hoya sont en suspension, je vais y arriver. Elles sont en suspension et du coup, pot plastique, voilà, même si c'est moche, j'appelle ça des pots moches. Et certains Hoya, mais très peu, parce que j'avais fait l'expérience, sont dans des pots plastiques que j'ai troués un peu partout, tout autour, pour aérer le substrat, pour voir si ça fonctionnait bien. Alors il y a certains Hoya pour lesquels ça fonctionne bien, parce qu'ils ont besoin peut-être de sécher davantage, et d'autres Hoya que finalement, vu justement ce que je vous disais, que j'arrose pas hyper fréquemment. Donc je disais, j'ai perdu le fil, il y a encore un train qui est passé. Je disais donc dans les pots, je vais vous montrer à l'écran le pot dont je vous parle. Il y a ces pots troués de partout, ça pouvait être une bonne idée, mais c'est plus pour quelqu'un qui arrose beaucoup en fait. Moi j'arrose pas assez, je sous-arrose mes plantes. Et du coup, c'est dans ce type de pot, ça sèche beaucoup trop vite le substrat pour moi. Mais pour certaines personnes, ça peut vous aider si votre substrat a du mal à sécher. Prenez des petits pots comme ça, comme je vous montre là, et puis faites plein de trous partout. Ça aère le substrat et ça permet de sécher plus vite. D'ailleurs, celui qui est en pot troué, c'est le Thomsoni. Et je vais vous mettre à l'écran un truc rigolo que j'ai vu là il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il a une liane qui est sortie et qui est re-rentrée dans un trou du pot pour faire des racines. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait des trucs bizarres. En fait, je vais vous montrer ça à l'écran, mais c'est assez rigolo. Ouais, c'est à voir. Franchement, c'est à voir. D'ailleurs, j'ai lu aussi qu'on pouvait mettre du charbon actif pour éviter aussi tout ce qui est fongique. Tout ce qui est pourriture, moisissure dans les substrats aussi. Tiens, ça, il faudrait que j'essaye. Ça peut être pas mal. Mais bon, après, je sous-arrose, donc je ne devrais pas avoir trop de difficultés. Mais sinon, en termes de pots, j'utilise principalement des pots en plastique et je crois que j'utilise que des pots en plastique pour mes Hoya. C'est ce qui me convient le plus. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent des pots terre cuite et que ça leur convient plus. Mais voilà. Ce sont mes retours d'expérience que je vous partage. Et au moins je sais ce que je dis. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand chose. Si, je me suis noté de marquer, de vous dire un petit peu les Hoya que je pense que pour les débutants entre guillemets, ça pourrait être les plus faciles. Alors déjà tout ce qui est débutant, je trouve que c'est un mot qui n'est pas terrible, mais bon. Je dirais que les Hoya les plus simples sont les Hoya que l'on trouve. Alors attention, parce que je vais faire un petit mais dans ma phrase avant que vous fassiez des bons ou que certaines personnes fassent des bons. Je dirais que les Hoya les plus simples sont ceux que l'on trouve plus facilement en jardinerie. Mais voilà, le Hoya Bella par exemple est un Hoya qu'on trouve beaucoup en jardinerie, mais qui n'est pas forcément très simple. Enfin très simple, c'est pas qu'il est compliqué, mais justement, il faut pas oublier de l'arroser. Et oui, parce que l'erreur à ne pas faire, c'est justement se dire qu'un Hoya c'est comme une succulente,
j'arrose pas beaucoup, les feuilles sont charnues, il y a de la réserve d'eau. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas tous les Hoya, pas du tout. Et le Hoya Bella fait partie justement des Hoya qu'il ne faut pas se louper en arrosage. C'est pour ça qu'il est simple, à la fois simple, mais à la fois il faut comprendre qu'il ne faut pas louper les arrosages. Après, dans les Hoya, c'est simple, moi il y a le Carnosa, enfin les Carnosa parce qu'il y en a beaucoup. Alors il y a le Crimson Princess, le Crimson Queen que l'on retrouve beaucoup en jardinerie. Qu'est-ce qu'il y a dans le Carnosa? Il y en a plein. En fait, il y a plein de Carnosa. Après, il y a les Publicalix. Bah, Publicalix Splash, voilà, c'est ça. En fait, c'est celui que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est le Publicalix Splash. On va y arriver. Il y a le Hoya Kerry qui en fait est simple, finalement, est simple et en plus assez rustique. Le Obovata est un petit peu dans la, un petit peu comme le Kerry, des feuilles assez charnues, et il est un petit peu pareil que le Kerry. Donc ça, ce sont des Hoya assez simples finalement. J'aurais rajouté quand même le Burtoniae, mais je sais pas pourquoi, je le trouve vraiment simple et très florifère. Il est simple, il est sympathique, je trouve. Il est assez facile. Donc j'aurais rajouté quand même le Burtoniae. Donc ça c'est ouais, les Hoya que je trouve assez simples. Mais il y en a d'autres. Hein. Et à contrario, un Hoya que je trouve vraiment compliqué. Enfin compliqué, c'est pas que c'est compliqué, mais j'arrive pas à le comprendre. C'est le Waieti Variegata. Autant le Waieti que j'ai là, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer dans la caméra. Hop, non, ici. Je vais tourner un petit peu. Autant vous voyez là, le Waieti vert, ben, autant le Waieti vert va très bien, il est facile, je trouve très facile. Autant le Waieti Variegata, c'est celui qui va me poser le plus de problèmes. Je le comprends pas. J'en ai un, hein, il est pas mort, j'en ai même deux, je crois. Et, c'est pas top. Alors j'essaie de comprendre, je reste pas sur un truc négatif, j'essaie de le comprendre. Là j'en ai mis un, oui j'en ai deux parce que j'en ai un dedans et un en extérieur que je teste, j'essaye, voilà, je sais pas. Alors ça c'est un Hoya par exemple, lui il aime pas être en pont, j'ai perdu un en pont quand même, enfin une bouture en pont, enfin non pas une bouture, un pied en pont. Il aime pas être trop arrosé, il aime pas trop sécher, il aime pas... Oh, j'ai dit celui-là, il me casse les pieds. Bref, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, ou du moins j'espère. Quand je vais faire ce montage, je verrai bien le nombre de points principaux que je vous ai énumérés. Je pense qu'il y en a 6 ou 7 points principaux. Donc je vais essayer de faire comme des chapitres. Voilà. Je me dis, pourvu que j'ai été assez claire et concise dans mes explications. Mais ça, j'ai un fort doute là-dessus. Même en me faisant en prenant des notes. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout, mais surtout, j'espère qu'elle vous aura apporté des informations, des infos, peut-être des choses que vous ne saviez pas, qui vont vous aider à cultiver vos Hoya ou qui vont vous donner envie d'avoir d'autres Hoya, d'acquérir de nouveaux Hoya parce que vous avez dit tiens celui-ci oui il est un peu plus rustique, pourquoi pas. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé et en plus vous aurez passé un bon moment comme moi j'ai passé un bon moment. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces. Ouais, j'ai un pouce toujours abîmé là. À mettre des pouces, à vous abonner. Très important pour aider ma chaîne à évoluer. On a dépassé les 6000 abonnés. J'en reviens pas. Je suis trop contente. C'est un truc de malade. Et activez la petite cloche pour les notifications parce que si vous n'activez pas la petite cloche pour toutes les notifications, vous pouvez passer à côté de certaines vidéos. Sachant qu'en général, je suis très régulière, c'est le mercredi et le samedi à 18 h, sauf exception. Et ce qui peut arriver, des fois, il n'y a pas de vidéo, mais c'est très rare. Du coup, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!